Et si vos douleurs, vos maladies, vos tensions n'étaient pas de simples accidents de parcours, mais les messages profonds de votre corps qui cherchent à vous parler? Et si chaque symptôme était un indice, une clé pour mieux comprendre ce que vous vivez intérieurement, émotionnellement, inconsciemment? Bienvenue sur Alternative Bien-être. Aujourd'hui, je reçois Michel Odoul, pionnier en France de la lecture psycho-énergétique du corps et auteur du célèbre livre « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi » et surtout praticien de médecine traditionnelle chinoise depuis plus de 30 ans. Vous vous apprêtez à comprendre le lien entre vos émotions, vos chocs de vie et vos douleurs physiques. Pourquoi certaines douleurs reviennent toujours au même endroit? Pourquoi certaines maladies résistent au traitement classique? Comment notre corps parle quand notre tête n'arrive plus à s'exprimer? Avant de commencer, je remercie tous ceux qui s'abonnent à notre chaîne. Nous sommes déjà plus de 5000. N'hésitez pas à mettre la petite cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos avec des médecins, des scientifiques, des naturopathes réputés, publiées chaque vendredi. Vous vous apprêtez à débuter un grand chemin de guérison intérieure. Alors j'espère que vous me direz en commentaire d'où venaient vos douleurs et vos troubles profonds. Et maintenant, c'est parti avec Michel Odoul. Michel Odoul, bonjour. Rodolphe, bonjour. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Je pense que beaucoup de nos spectateurs aujourd'hui en direct vous connaissent déjà. D'une part pour votre livre qui a été vendu à 850 000 exemplaires, je le rappelle, mais aussi pour un programme vidéo que nous avons conçu ensemble. Aujourd'hui, comme je le disais, on va parler psycho-énergétique. Et pour répondre aux questions des gens qui nous écoutent, qui nous regardent, et aux questions qu'on a d'ailleurs déjà reçues en amont de ce direct, il convient quand même de rappeler ce qu'est la psycho-énergétique. Ça pourrait être un mot un peu bizarre. En fait, c'est un mot un peu bizarre, parce que c'est un mot que j'ai créé il y a une trentaine d'années, effectivement, en regroupant psycho, qui vient de psychologie, et énergétique, qui vient de l'énergétique. Et d'où vient cette idée? C'est la manière avec laquelle j'ai nommé un système qui permet de comprendre, derrière les mots MAUX du corps, quels sont les mots que quelque chose au plus profond de nous-mêmes essaye de nous dire. Comment constituer un lien entre le corps et l'esprit? Comment comprendre qu'une souffrance, une maladie, une pathologie ou un traumatisme puisse avoir du sens dans notre vie et avoir quelque chose à nous dire? Ça ne s'est pas créé comme ça tout seul du jour au lendemain. Un matin, je me réveille et je décide ça. Ça s'est fait en fait au fur et à mesure de ma pratique. Je suis un praticien shiatsu, j'ai été formé à la médecine traditionnelle chinoise, j'ai été aussi formé à la psychologie jungienne, à une connaissance de ce que sont les structures psychiques d'un individu et la manière avec laquelle de la douleur physique peut être mise en résonance avec de la souffrance psychique. Ouais. Et je me suis appuyé pour constituer ça sur des concepts issus d'une science plurimillénaire qui s'appelle la médecine traditionnelle chinoise. La médecine traditionnelle chinoise, c'est bien plus simple que la simple acupuncture. C'est une connaissance globale d'un être humain dans lequel, à aucun moment dans cette tradition-là, le corps et l'esprit n'ont été dissociés. Et par conséquent, pour laquelle, lorsqu'une zone corporelle était en souffrance, cela rentrait obligatoirement en résonance avec un pan psychique qui devait l'être lui aussi. Ouais. Alors comment constituer ça? Comment construire cette grille? Comment, à un moment donné, avoir... j'allais presque dire l'outrecuidance de prétendre que telle et telle chose signifie telle chose. Eh bien, il y a eu beaucoup de travail. Il y a eu la compilation de fiches de patients. Lors de la parution de mon livre, il y a une trentaine d'années déjà, il y avait déjà 6000 consultations derrière en référence. Pourquoi ai-je compulsé mes fiches? Parce que j'ai constaté, dans un premier temps, que chaque fois que je recevais des patients qui m'amenaient une pathologie, une souffrance ou un type de traumatisme ressemblant ou équivalent, il m'amenait un bagage de vécu et une histoire qui, elle aussi, était ressemblante et en résonance. Et donc, j'ai commencé à me dire que peut-être il y avait des liens et que certains modes de vie, certaines façons de comprendre le monde et la vie pouvaient peut-être avoir des incidences et des conséquences, notamment au niveau comportemental et éventuellement pathogènes. Et donc, je suis allé chercher un petit peu plus loin, j'ai compulsé mes fiches, j'ai trouvé effectivement ces liens, mais il me fallait une espèce de système qui m'amène une cohérence et une légitimité dans cette prétention-là. Et j'ai trouvé ça dans la médecine traditionnelle chinoise, où il y a un concept fondamental qui s'appelle la théorie des entités viscérales, ou ce qu'on appelle aussi les instances psychiques, ou qu'on appelle aussi les psychés organiques, qui est un concept qui dit que voilà, si on observe l'être humain à travers une logique qui dit que le macrocosme rentre en résonance avec le microcosme,
C'est-à-dire que l'infiniment grand est construit à l'identique de l'infiniment petit. En observant l'infiniment grand qui est perceptible par mes sens, je vais pouvoir en déduire l'infiniment petit qui, lui, ne l'est pas. Partant de là, donc, cette tradition a observé l'être humain et a regardé comment il était construit. Et a constaté que l'être humain était construit autour d'une structure porteuse, qui s'appelle un squelette, autour d'une mécanique corporelle particulière qui permet de le mettre en mouvement, et autour de fonctions internes qui participaient à la vie de l'ensemble de ce système, et que le corps physique servait de support et de véhicule à quelque chose qui s'appelle l'esprit. Et que dans cette idée d'observer et de résonance entre le corps et l'esprit, sans doute si le corps était constitué de cette façon-là, il y a des chances que l'esprit le soit à l'identique et en résonance. Et que chaque partie du corps soit porteuse d'un pan du psychisme. Ce qu'on retrouve aujourd'hui, d'ailleurs, avec les dernières recherches qui ont été faites avec des vers planaires à l'université de Tufts, Massachusetts, où on s'est rendu compte en fait que la mémoire n'était pas cérébrale mais était cellulaire, et que l'ensemble de notre organisme portait l'ensemble des données mémorielles d'un individu. Et cette notion, cette logique des entités viscérales m'a conduit à me dire qu'effectivement, manifestement et clairement, bien avant Michel Odoul, puisque ça date de quelques millénaires, des personnes qui ont conceptualisé une logique cohérente qui permet de comprendre le vivant, on s'en sert par l'acupuncture, on s'en sert par la phytothérapie, on s'en sert par le qigong ou le tai chi et des techniques de méditation, etc., et bien démontrer que le corps et l'esprit étaient intimement liés et que lorsqu'une manifestation émergeait dans un organe, elle était la signature de quelque chose qui était une tension qui appartenait au pan du psychisme. Et j'ai organisé ça, je l'ai cartographié bien sûr à l'occidental. Parce que si on vous dit que vous avez une attaque de feu sur la rate pancréas, je pense que ça ne va pas parler à grand monde. Sauf bien sûr si vous êtes de la culture d'où émane ça, parce que là ça parle précisément aux individus. Et que j'ai été celui en fait qui a fait à la fois une sorte de traduction et une espèce de synthèse qui rendait les choses digestes et audibles pour l'oreille et pour l'esprit occidental. Et surtout basé sur l'expérience, puisque les 6000 consultations, alors déjà, ce n'étaient pas des consultations, pardonnez-moi, avec des Chinois, c'était des gens comme vous et moi, donc des Européens. Oui. Depuis, vous avez atteint, je crois, 10 000 consultations, donc c'est vraiment basé sur l'expérience et ce qui est sur du terrain. Sur du terrain. Et ce qui est formidable, c'est qu'en fait, votre grille fonctionne, c'est-à-dire que vous avez à la fois vérifié ce que vous aviez pu anticiper, et puis surtout aider les gens, grâce à cette grille de lecture, à soulager leur douleur, à aller mieux comprendre ce qui leur arrivait. Mais c'est d'ailleurs une des composantes qu'il y a dans la série de vidéos qu'on a tournées, ou dans 10 mois où tu as mal, je te dirai pourquoi. À savoir que je ne parle que des choses que j'ai rencontrées, je ne parle que des choses que j'ai vérifiées et validées, je ne parle que des pathologies, des choses sur lesquelles je suis intervenu et j'ai eu une action. Et par conséquent, il y a derrière ça effectivement un fait expérimental et un basique de terrain dans lequel le hasard n'a plus de place. Alors, on a déjà presque 600 personnes en ligne, on a beaucoup de questions qui apparaissent et qui recoupent certaines questions qu'on a eues. Alors, je prends une première question ici, parce qu'elle est un petit peu représentative souvent des questions qu'on peut vous poser. C'est une question autour du genou. J'ai un problème avec mon genou droit, j'ai compris que c'est en lien avec le féminin. Que faut-il faire pour se débarrasser du problème ? Alors, pour se débarrasser du problème, voilà la grande solution. Nous ne sommes pas dans la pensée magique. Nous sommes dans une lecture qui, parce qu'elle amène du sens, nous permet de nous réapproprier la responsabilité qui est la nôtre dans ce qui se passe. À partir du moment où le genou est sensible et douloureux, mais qu'il n'y a pas de lésion particulière, ça sera entre guillemets plutôt facile. À partir du moment où il y a une lésion, ce n'est pas le fait de comprendre et de donner du sens qui va réparer un ligament qui est déchiré. Et donc de bien comprendre que ce soit pour la question du genou ou que ce soit pour toutes les autres questions qui vont être abordées, à aucun moment dans mes propos, il est question d'envisager qu'on n'ait pas à respecter la maladie et donc à passer à la traiter, quelle que soit la façon avec laquelle on la traite. Mais qu'en revanche, la traiter en conscience, c'est-à-dire en amenant du sens, va à la fois permettre une récupération beaucoup plus grande, une cicatrisation plus rapide, un accompagnement. Nous quittons le stade de la victime de quelque chose pour en devenir acteur, pour devenir acteur de ce qui est donc le temps de la récupération. Et ça rebooste le système immunitaire, ça relance la capacité de cicatrisation du corps,
ça relance tous les émonctoires et les systèmes de nettoyage, ça détoxifie, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a une action participante absolument incroyable et qui est la signature à un moment donné que l'être reprend les manettes et les commandes de sa vie. Donc ça, c'est vraiment une chose qui est importante. Sur ce qui est la question du genou, oui, je l'évoque d'ailleurs dans mon livre, cette question du genou. Je cite un exemple, je ne sais pas si je peux le citer là, cet exemple. J'utilisais les techniques de la médecine traditionnelle chinoise, notamment les lois des 5 principes que j'évoque dans les vidéos, pour régler et gérer des situations de conflit ou de tension dans des équipes. Et donc, j'intervenais, je faisais des formations de gestion des stress et de gestion des conflits. Et j'étais dans une entreprise où je travaillais sur ce domaine-là, et nous étions au moment très fatidique et qui est à la clé de tout, qui s'appelle la pause café. Nous étions en train de discuter donc, avec un certain nombre de participants à la formation, et puis l'un d'entre eux me dit mais en dehors de ça, qu'est-ce que vous faites en fait? Et je lui parle de ce dont nous sommes en train de parler, c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir des manières de faire des liens entre le corps et l'esprit, etc. Et je cite un exemple en disant, par exemple, si on prend une articulation comme le genou, ça n'est pas quelque chose de mécanique et d'absolument neutre et inerte, c'est quelque chose qui est un élément central et participant de ce qu'est la fonction de la jambe, qui est la capacité à se déplacer, à aller vers, et donc un vecteur de relation au monde et aux autres. Et que le genou étant une articulation qui plie, c'était l'articulation qui était représentative de notre capacité à accepter un certain nombre de vécus en relation avec le monde, avec les autres. Et je termine à peine ma phrase que j'entends quelqu'un qui éclate de rire au fond du groupe, derrière, là-bas, etc. Et donc je me tourne vers la personne, je lui dis, mais qu'est-ce que j'ai dit quelque chose qui vous fait rire, ou j'ai dit une bêtise, etc., etc. Et là, la personne se sent un peu surprise d'interpeller, dit non, pas du tout, mais c'est ce que vous venez de dire. Et moi, je me souviens qu'il y a 2 ans, je me suis fait une entorse au genou droit, avec, enfin, elle ne me dit pas le genou droit d'abord, elle me dit au genou avec déchirure des ligaments croisés internes, qui avait strictement rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire. Je dis, ah bon, mais que se passait-il? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Il dit, mais j'étais en train de disputer un match de foot avec l'équipe de l'entreprise, nous jouions la tête du championnat, le match était très intense, etc. Et j'ai voulu me shooter en me retournant. Et j'ai planté mes crampons dans le sol, j'ai bien shooté en me retournant, mais comme les crampons étaient bien plantés dans le sol, eh bien j'ai tourné autour du genou. Double entorse, déchirure, enfin, etc., etc. Et donc, vous voyez que ça n'a rien à voir avec... mais que c'était le foot. J'ai quelques heures de vol en communication, je comprends le piège qui est tendu derrière ça. Je lui dis, mais vous avez raison. Je lui dis, vous avez raison, ça n'a sans doute rien à voir avec ça. Et là, je le sens qu'il se détend. Or, moi, je sais que quand on se détend, c'est plus facile de faire la piqûre. Donc, c'est là que je vais mettre la banderille. Et je lui dis, mais si vous étiez venu me voir en consultation, eh bien, je vous aurais demandé si vous n'étiez pas en train de vivre une situation en lien avec... Je lui demande, quel genou était-ce? Il me dit, le genou droit. Avec donc quelque chose en lien avec du féminin, pour lequel vous aviez du mal à accepter ce qui était en train de se passer. Je le sens qu'il se retend, et là je dis non, mais attendez, c'est pas votre cas. Mais c'est ce que je vous aurais dit, et je passe à autre chose. Et je reprends ma formation, mais tout en le surveillant du coin de l'œil, et au bout d'une vingtaine de minutes, je le vois qui devient blême et qui pâlit. Donc là je m'arrête, je lui dis, vous avez un malaise, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là il me dit non, pas du tout, mais je viens de me souvenir que la veille du match, j'avais reçu la lettre officielle de l'avocat de mon épouse me signifiant une demande de divorce que je me refusais d'accepter depuis plusieurs mois. Et là, je lui dis, nous allons maintenant poser les bonnes questions. Est-ce que c'était le premier match de foot que vous faisiez? Elle me dit, non, j'en ai distribué des centaines peut-être. Était-ce la première fois que vous shootiez dans des positions impossibles? Il me dit, non, pas du tout, je suis plutôt un peu fou sur le terrain. Je lui dis, mais voilà, c'est là qu'arrive la bonne question. C'est pourquoi ce jour-là et pourquoi cette articulation-là? Parce que bien sûr, qu'on va être amené, parce que Freud appelait des actes manqués, que moi j'appelle des actes réussis, à inconsciemment se mettre dans des situations qui vont faire le lit de ce qui va nous permettre d'exprimer. Et donc, pour répondre à cette question, au-delà de cette illustration, les genoux, ce sont les articulations qui sont représentatives de notre capacité à accepter, de notre capacité à nous soumettre. On se met à genoux pour prier, on se met à genoux face à un Seigneur à qui on fait allégeance, etc. C'est donc notre capacité à une humilité face à ce que la vie nous propose comme élément et que parfois il nous est difficile d'accepter, surtout parce que, étant donné que c'est dans les jambes, c'est dans la relation aux autres et qu'il y a sans doute là des tensions émotionnelles et affectives. Et quand c'est en lien avec le genou droit, ça parle de la relation et du féminin, que ce soit le nôtre, à l'intérieur de nous, ça s'appelle l'anima, ou que ce soit le féminin externe, qui peut être la symbolique maternelle ou la symbolique de la femme.
Et c'est justement le genou droit que Elena a mal. Et donc je pense qu'il y a là quelque chose qui a besoin d'être accepté dans le sens le plus large qui puisse être dans ce qui est le rapport au féminin. Ouais. Alors peut-être y a-t-il quelque chose à intégrer et accepter vis-à-vis de la mère, vis-à-vis de la mère d'Elena. Peut-être y a-t-il quelque chose à accepter vis-à-vis du fait que la position de mère lui impose un certain nombre de contraintes, etc., dans sa vie à elle. Ou peut-être est-ce en lien avec son positionnement au féminin et le fait qu'il y a sans doute un vécu dans lequel elle a eu l'impression que ce féminin était mis à mal et qu'elle a du mal à vivre ça et à l'accepter. Eh ben, merci pour Elena. Une autre question qu'on avait eue, qui vient de Anne-Marie, qui habite à Sion, et qui est une question à plusieurs étages, vous allez voir. Depuis 2017, je me casse quelque chose en janvier tous les 2 ans. Chute sur une plaque de glace, même quand il n'y en a pas. Il y en a toujours une qui me saute contre le plateau tibial droit, la malléole droite, des entorses et contusions, pied droit et main gauche. Et cette année, le plateau tibial gauche, mais en plus grave. Pourquoi ? Si vous pouvez me donner une explication, dois-je partir pour les pays chauds en janvier ? Ce que je vois déjà, c'est que l'humour est encore présent, donc quelque chose pourra sans doute être sauvé. Je plaisante, je taquine un peu. Plusieurs choses. Le genou, on vient d'en parler de cette articulation-là. La cheville, elle symbolise, elle représente nos positions de vie, nos points d'appui. Quand on parle d'une situation où on ne sait pas trop, on dit qu'on ne sait pas sur quel pied danser. On voit bien combien on est avec ces points d'appui sur un positionnement par rapport à ce que le monde extérieur nous propose. On a vu que la latéralité droite, c'était ce qui était en lien avec le féminin. Il y a sans doute, Anne-Marie, quelque chose qui a à voir avec du féminin là aussi. Et du féminin, puisque du gauche va apparaître après, qui est sans doute construit ou perçu ou vécu en résonance avec un positionnement du masculin particulier. Pour l'instant, on pourrait dire qu'il n'y a pas grand-chose de grave, sauf que là, ça va vers des fractures. Ça va vers des chocs et des traumatismes. Là, on va rentrer dans quelque chose qui est un petit peu plus important. Quand on a besoin d'aller jusqu'à la cassure, ça veut dire que des structures fondamentales, parce que le squelette, c'est une structure fondamentale, c'est notre charpente qui nous porte. Le système osseux, ce sont nos archétypes fondamentaux, ce sont nos structures de fond. Lorsque l'on va à la rupture sur cela, ça veut dire que des vécus impactent avec une telle intensité, que des traumatismes ou des blessures intérieures plus ou moins conscientes impactent avec une telle intensité, que ça conduit à la rupture du système existant qui était celui sur lequel on s'appuyait. Et donc, je crois qu'Anne-Marie a besoin de prendre du recul par rapport à la situation de vie qui est la sienne. Le cadencement des 2 ans, c'est un cadencement qui rentre dans la notion temporelle. Il y a aussi des cycles dans lesquels des pathologies ou des manifestations peuvent apparaître. Là, c'est tous les 2 ans. Il y a une cyclique là qui est certainement en lien avec des phases de construction d'Anne-Marie dans sa vie ou des phases de construction dans ce qui a été sa réalisation et sa vie de femme. Peut-être dans sa vie de couple, peut-être que dans sa réalité, ou peut-être dans son positionnement elle-même dans cette vie-là. Et le fait que ça aille maintenant vers le plateau gauche, donc le point d'appui du genou, véritablement, signe qu'on est arrivé à un point tel que quelque chose au plus profond d'elle-même demande à Anne-Marie de statuer et de prendre des décisions. Parce que le côté gauche, c'est le masculin qui peut nous être externe, l'image et la symbolique du père, mais ça peut être le masculin interne, c'est-à-dire l'autorité. L'autorité, c'est-à-dire la capacité à décider, la capacité à hiérarchiser les choses en soi. Et je pense que Anne-Marie a véritablement besoin là, de s'arrêter peut-être 2 minutes, alors peut-être au soleil, ça sera peut-être plus agréable, même si je ne sais pas si c'est le froid qui est à la base de ces problématiques, mais de s'interroger sur la manière peut-être avec laquelle elle est aujourd'hui dans son quotidien et dans sa vie, la manière avec laquelle ça rentre en résonance avec des vécus de sa propre vie, peut-être avec la façon dont les choses se sont passées dans la sphère parentale. Alors, on va aborder évidemment beaucoup de thématiques comme ça. On ne pourra pas tout aborder, enfin, on ne pourra pas aborder toutes les questions. J'entre dans un autre domaine qui est une question. Donc, j'ai un eczéma qui se régule avec une hygiène de vie, mais qui revient toujours. Bon, ça nous permet de rentrer dans la thématique de la peau et peut-être même du visage. Alors, que dire de cela ? Plusieurs choses. Déjà, par la régulation, on montre qu'on arrive à gérer un certain nombre de choses. Et je pense que là, il y a eu un très bon réflexe, parce que c'est une des premières composantes. La particularité de la peau, c'est que ça peut être ce qu'on appelle un émonctoire secondaire, c'est-à-dire un outil d'évacuation d'un certain nombre de tensions. L'eczéma est une dermatose particulière. Il y a toujours derrière l'eczéma, consciente ou non, une intense colère. Une intense colère. D'accord.
Il y a une colère, un besoin absolu d'exprimer quelque chose. Ça sort. L'eczéma, quand ça sort, ça démange, c'est rouge, ça gratte, c'est insupportable. Et c'est intimement lié à une pathologie un peu résonante avec lui qui s'appelle l'asthme. On est dans quelque chose qui parle du positionnement de vie et de l'insupportation de ce que l'environnement extérieur de la personne contraint ou oblige à vivre. On a un sentiment d'étouffement ou de dépression. On a un sentiment et un besoin de rejet. Et c'est une pathologie, enfin une dermatose un peu particulière, l'eczéma, parce qu'elle est très ambivalente. Elle veut dire à la fois un peu d'espace, un peu etc., mais en même temps, elle veut dire occupe-toi un peu de moi, parce que cette peau qui souffre, il faut savoir que la peau, c'est notre premier vecteur de communication avec le monde extérieur, avec ceux qui nous ont donné la vie, et notamment notre mère, et un premier vecteur de transmission de quelque chose de fondamental pour la construction de l'être quand il est petit et enfant, et qui après continue, bien sûr, quand il est un peu plus grand, qui s'appelle la tendresse et la douceur. Oui. Il y a derrière cet eczéma, donc, une colère qui est une colère intense, et qui est une colère intense, clin d'œil de la vie, côté un peu coquin de la vie, qu'on arrive à réguler par un peu plus de contraintes. Et on voit combien il y a là une espèce de système ambivalent qui dit peut-être bien que ce n'est pas comme ça que les choses se passent et fonctionnent. Peut-être bien qu'il y a une nécessité à aller un peu plus loin. Avec l'homéopathie, on utilise Nux vomica, entre autres, pour aider ça. Et la noix vomique, ça aide et ça facilite la digestion. Qu'est-ce qu'il faudrait que je digère ? Qu'est-ce qu'il faudrait que j'accepte un petit peu plus facilement ? En quoi faut-il que j'envisage et que je pense que le premier qui doit me donner de la tendresse, c'est moi-même ? Que les niveaux d'exigence ou la non-acceptation des frustrations qui existent dans mon univers sont ce qui m'enferme et non pas ce qui me libère. Et que ma colère contre le monde extérieur est illusoire et que j'ai besoin de pacifier les choses en interne. Ce sont souvent, justement, comment on va appeler ça, des désensibilisants qui permettent de calmer ça. C'est-à-dire qu'il faut que je reparamètre ma sensibilité au bon niveau, que je ne sois pas en colère après la vie et après le monde, et que je l'accueille un petit peu plus dans ses rondeurs et éventuellement dans ses apparents atermoiements. Merci Michel Odoul. Là, j'ai une question d'Isabelle qui apparaît sur les migraines et qui va me permettre ensuite d'enchaîner sur une autre question qu'on avait eue qui commençait par ça. Isabelle nous dit « Bonjour, handicapé par des maux de tête et migraines depuis des dizaines d'années, ayant tout essayé, méthode naturelle et traditionnelle, plus psychothérapie, mais toujours pas d'amélioration satisfaisante. » Et on avait déjà Florence de Bordeaux qui me disait, qui vous disait « Grosse migraine depuis plus de 30 ans, intolérance alimentaire, gluten, lactose, etc. Intestin irritable et douleurs un peu partout, arthrose ou fibromyalgie, comment guérir ?» Donc là, bon, on a un petit peu un mash-up de plusieurs symptômes, mais parlons peut-être d'abord des migraines pour ensuite aller vers l'intestin irritable notamment et la fibromyalgie. C'est un vaste sujet, C'est vrai qu'il est trivial et difficile de répondre sur des choses où il y a une sensibilité un peu plus grande en arrière-plan. Comme ça, à distance, mais que dire ? Les migraines, si on voulait être synthétique, raccourcissant et trivial, ce sont des choses qui nous prennent la tête. Nous sommes dans des situations dans lesquelles les capillaires au niveau cérébral et les fluides ont du mal à fonctionner correctement et engendrent un niveau de pression qui est un niveau de pression important qui fabrique et génère ces migraines. La plupart du temps, les migraines n'ont pas de grandes incidences. Elles se traitent relativement facilement. Elles arrivent. Quand elles sont des migraines de type hépatobiliaire, elles sont effectivement liées aux questions digestives. Donc on verra l'intestin, les allergies, et voilà. Il y a une grande sensibilité là aussi. D'ailleurs, par le plus grand des hasards, là aussi, on est sur la question digestive. On va trouver des liens avec l'eczéma parce qu'on est sur la même problématique d'une hypersensibilité, d'un absolu besoin de contrôler tout ce qui rentre en nous et ce qui va prétendre nous nourrir. Il y a du mal à aller au bout de cette idée-là et d'accepter au plus profond de soi-même que des choses non maîtrisées et non connues viennent en nous et apportent quelque chose. La notion de la migraine, lorsqu'elle est extrêmement intense, telles qu'elles sont exprimées, et récidivantes, qu'elles s'inscrivent longtemps dans le temps, sont souvent la signature d'un déni de quelque chose, d'une chape de plomb qui a été mise pour pas qu'émerge ce qui a pu être la souffrance qui a été vécue et engrangée à ce moment-là. Il n'en demeure pas moins que le travail continue à se faire à l'intérieur et qu'il est tout à fait possible que des souvenirs ou des choses ont besoin d'émerger, des vécus blessants aient été rencontrés ou été vécus,
dont on a refusé de nourrir ces structures intérieures sur le plan émotionnel, où on va retrouver les incidences après sur le plan nutritionnel classique, et que cette chape de plomb, eh bien, il y a un moment donné, elle a besoin d'exploser. Dans les techniques thérapeutiques qui peuvent exister par rapport à ça, il est bien évident, en dehors de ce qu'est la sphère digestive, parce que ça peut signer du sable dans des lithiases biliaires, etc. Mais sinon, il faut peut-être aller voir à ce moment-là des praticiens qui font des techniques qui peuvent être des techniques, soit des techniques à base d'hypnose, soit des techniques. Alors, il faut que ce soit un médecin qui fasse ça, pas faire ça dans des trucs de développement personnel, mais des techniques d'hyperventilation de type Rebirth ou autre, pour aller chercher ces mémoires qui sont des mémoires qui sont présentes et qui sont celles qui nous intoxinent et nous intoxiquent profondément. Dans la question qui émerge et qui va un petit peu plus loin, on arrive vers les choses qui ont à voir avec le système digestif. Donc effectivement, le système digestif, c'est ce qui me sert à m'approprier ce dont je me nourris du monde extérieur. Il rentre en résonance avec le pan de moi-même qui accepte de se nourrir d'informations qui sont non connues et non maîtrisées. C'est pour ça que l'intestin grêle est porteur au niveau symbolique de l'axe subjectivité-objectivité. Dans la subjectivité, si vous voulez, je vais me laisser complètement prendre et fermer toutes les portes à toute information non déjà connue, et je vais être dans le rejet. Ça va être tous les rejets alimentaires qui sont au niveau de l'intestin. Donc les intolérances alimentaires. Toutes les intolérances alimentaires au niveau de l'intestin sont la signature d'une subjectivité interne. On a peur qu'à nouveau, un aliment psychique ou émotionnel vienne faire du dégât à l'intérieur ou nous blesse. Donc on ferme la porte, on s'hyper-protège là-dessus. Et ça rentre en résonance avec la dernière des infos, qui est celle de la fibromyalgie. Parce que la fibromyalgie est vraiment signifiant et porteur d'une symbolique extrêmement puissante. La fibromyalgie, c'est un syndrome douloureux diffus qui est absolument intense et incroyable, qui était méprisé pendant longtemps par la médecine. Maintenant, on commence à comprendre. On sait qu'il y a des points spécifiques tests. Il y a 18 points clés sur le corps. Si sur 18, il y en a 11 qui sont sensibles, on fait le diagnostic de fibromyalgie. Et cette fibromyalgie n'est pas liée à une problématique mécanique, structurelle ou organique. C'est pour ça qu'on appelle ça un syndrome diffus. Elle peut être ambulatoire, mais c'est une douleur intense. Des personnes s'étaient conduites jusqu'au suicide avec ça. Et la bannière, le symbolique fondamental, et il y a des illustrations qui ont été faites de corps de fibromyalgiques, ce sont des corps roués de coups. Et en fait, c'est « je suis roué de coups ». J'ai été malmené, j'ai été maltraité, j'ai un ressenti ou un vécu d'une maltraitance dans ma vie ou dans mon existence, quel que soit le moment où ça a émergé. J'ai été maltraité par tout ce qui était les référents fondamentaux, et dont notamment les rapports de l'autorité. Et on peut avoir des fibromyalgies qui émanent et qui émergent de entre guillemets, maltraitance, ou en tout cas de choses vécues comme telles par la sphère référentielle parentale et notamment le père, mais qui peuvent s'activer ou se réveiller par des problématiques avec un hiérarchique, avec quelqu'un dont on dépend, et qui va avoir un rapport à nous, qui va être un rapport d'autorité excessive, coercitive et maltraitante. Alors, on va continuer avec des questions sur le sommeil, la dépression, d'autres accidents, mais aussi Alzheimer. Avant ça, j'aimerais, pour ceux qui veulent aller plus loin, pour découvrir votre approche, votre méthode, vous annoncer, vous qui nous regardez, qu'à l'occasion de ce direct, vous avez maintenant la possibilité de participer ci-dessous au programme d'initiation de Michel Odoul pour un prix réduit jusqu'à 75%. Donc ce programme vidéo dont on parlait tout à l'heure, il est intitulé Michel Odoul, l'initiation corps-esprit, c'est le titre qui est là, et il a pour but de vous aider à redevenir maître de votre santé, de vous donner les clés de sens cachés de certains soucis de santé, physiques ou psychiques, pour mieux les résoudre, accompagné directement par Michel Odoul. C'est un programme unique en France, dont le seul accès se fait sous cette vidéo. Donc en cliquant sur le bouton qui s'affiche ci-dessous, vous découvrez aussi les 3 cadeaux que vous recevrez avec votre accès au programme. Un programme, je le rappelle, sans engagement, c'est-à-dire que vous arrêtez quand vous le souhaitez. Vous pouvez demander dès maintenant cette réduction dont je vous parlais de 75% sous la vidéo. Michel, donc comme promis, je continue avec une nouvelle question, une question de Frédéric, alors qui là va nous emmener encore plus du côté des mémoires, puisqu'elle nous dit « Bonjour, je suis dépressif parce que ma grand-mère et mon père l'étaient. Est-ce que ma fille peut le devenir aussi ?» Vaste question piège. Je voudrais juste revenir sur la formulation de la question. Ouais. Florence, c'est ça ? Frédéric. Frédéric, je suis vraiment désolé, mais vous n'êtes pas dépressif parce que votre grand-père et votre grand-mère l'étaient.
Ouais. Vous avez débuté et déclenché un syndrome dépressif parce que vous étiez porteuse de cette mémoire familiale et par sorte d'affiliation, vous avez accepté de porter cette charge-là. Elle ne vous appartient pas, donc c'est à vous de la laisser et de la déposer. Il est fondamental de comprendre que vous n'êtes pas dépendante de ce qu'ont été les autres, Ouais. vous êtes uniquement dépendante de ce que vous faites vous de votre propre vie. Je ne sais plus, je crois que c'est le Christ qui disait ça, mais je ne sais plus si c'est vraiment lui. Il y a une phrase en tout cas qui me revient souvent dans ces moments-là, c'est « Si je ne suis pas responsable de ce que les autres ont fait de moi, au moins suis-je responsable de ce que je fais de ce que les autres ont fait de moi ». C'est-à-dire que la responsabilité qui est la vôtre aujourd'hui, et vous avez un challenge qui va vous aider beaucoup là-dedans puisque c'est votre fille, eh bien c'est que ces mémoires-là et ces choses-là ne vous appartiennent pas. Et ne croyez pas qu'en continuant à entretenir l'état et le champ dépressif, vous êtes quelqu'un qui va montrer du respect ou qui considère qu'elle doit continuer à porter ce genre de choses. Le cadeau que vous pouvez faire à votre fille, mais que vous ne pourrez faire que si vous le faites d'abord à vous, c'est de vous adresser à votre grand-père et à votre grand-mère. Alors vous allez me dire, mais ils sont décédés, ils ne sont plus là. Et alors ? Peut-être bien que dans les champs subtils, il y a des signaux et des messages qui peuvent arriver. Ils n'attendent qu'une chose de votre part, c'est que vous leur disiez de se réapproprier leur vie. Et je pense qu'ils n'ont à aucun moment envie que vous continuiez à porter leur état dépressif et donc leur difficulté à laisser la vie s'exprimer à travers eux et à travers elles. La dépression ou encore sa cousine, la désespérance, c'est quelque chose que vous avez beaucoup à traiter ces derniers temps, je crois. Oui. Nos sociétés fabriquent des maladies, fabriquent des pathologies et fabriquent bien sûr de la dépression et de la désespérance. Je crois que la France est un des plus gros consommateurs au monde d'antidépresseurs et de produits de ce style-là. Mais quand je parle de désespérance, je parle encore d'autre chose. Je parle de ce qui est apparu et qui a été vraiment mis en exergue, parce que ça existait avant, mais ça a été vraiment multiplié de façon exponentielle par la crise sanitaire. C'est la désespérance chez les jeunes. La désespérance chez les jeunes qui se sont retrouvés dans des sociétés d'enfermement et où les zones d'ombre, les pires de l'humanité ont pu se manifester, ont instillé chez ces jeunes des doutes, de l'insécurité, voire même une incapacité à se projeter dans le futur. Et cette désespérance, elle fait des dégâts terribles. C'est elle qui conduit tous nos enfants à inventer ces jeux de la mort qu'on voit dans les cours d'école, à inventer ces binge drinking, à avoir besoin d'aller s'agiter devant des enceintes qui vous balancent des décibels à travers le corps pour avoir l'impression de vivre et d'exister, qui vous conduisent à vous scarifier, à vous blesser, et qui finissent par vous conduire à la mort physique ou à la mort psychique. La désespérance, c'est vraiment le moment où le monde dans lequel nous sommes nous donne l'impression, parce qu'on nous a focalisé le regard dans certaines directions, que la vie était risquée, que la vie était un risque, ça c'est la première des choses, mais surtout qu'il n'y avait pas de futur. Qu'il n'y avait pas de futur dans lequel on pouvait s'inscrire. Et la désespérance, c'est la signature de cette rupture, ce lien au futur, de l'idée de se dire, mais y a-t-il un futur dans lequel je puisse m'inscrire, y être et y apporter quelque chose ? Et nos jeunes ont besoin, il faut être à l'écoute de ce qu'ils expriment et de la manière dont ils l'expriment. Et aussi paradoxal que ça puisse paraître, ça va être le jour où ils ne seront plus dans la plainte, où ils n'exprimeront plus quelque chose, que le danger apparaît. Parce qu'à partir de ce moment-là, ils retournent sur eux-mêmes, ils rentrent sur eux-mêmes, ils involuent, et là, les conséquences peuvent être dramatiques. Ça m'a conduit d'ailleurs, dans mon institut, à monter des protocoles et à former mes praticiens, il y en a dans toute la France, spécifiquement à des choses comme la fibromyalgie qu'on évoquait tout à l'heure, mais aussi de traiter la désespérance pour les enfants. Alors, la dépression, la désespérance, ça peut aussi se manifester la nuit, pendant le sommeil ou l'absence de sommeil. On a eu plusieurs questions concernant cette problématique. Il y a Françoise de Caen qui nous écrit, Caen la ville, quid des insomnies de 2 ou 3 heures du matin? Comment les régler? Plein d'essais, homéopathie, ashwagandha, valériane, pavot, mélatonine, etc. Divers, mais rien n'y fait. Merci du retour, je ne pense pas être la seule. Alors, elle rajoute, et aussi arthrose du genou et du petit bassin. On va peut-être se concentrer déjà sur le sommeil, parce qu'il y a aussi Marie-Thérèse qui nous parle d'autre chose, qui nous dit syndrome des jambes sans repos, intenable depuis une vaccination au tétanos, des nuits sans sommeil à 75 ans, aucun soulagement.
Le sommeil, c'est un moment particulier. Dans les traditions, l'autre nom qu'on donne au sommeil, c'est la petite mort. Ouais. Et donc la rentrée dans le sommeil, quand elle est compliquée, quand elle est difficile, signe d'un rapport tendu, difficile, voire inquiet par rapport à cette échéance qui nous attend tous. Parce que l'être humain est ainsi fait qu'il a besoin sans arrêt de certitude, et que pourtant il passe son temps à fuir la seule qu'il peut avoir, c'est qu'il va mourir un jour. Et qu'il faudrait inverser les propositions et commencer à pacifier la relation à ce moment particulier pour la mettre de côté, se laisser le temps de vivre, le temps et l'espace qui est avant. Et donc la rentrée difficile dans le sommeil parle beaucoup de ça. Après, là, la médecine traditionnelle chinoise va venir nous aider et va nous permettre de comprendre pourquoi la personne qui a essayé tous les traitements possibles et imaginables n'a pas réussi. Parce que là, on n'est plus dans une problématique organique. On est en lien avec un élément particulier que la médecine traditionnelle chinoise appelle les marées énergétiques et que la médecine occidentale moderne a redécouvert avec ce qu'il appelle la chronobiologie. On a constaté que dans les cadencements et les horloges cellulaires et les fonctionnements du corps, eh bien, il y avait des phases, des périodes temporelles qui étaient dédiées, on va dire, à une fonction particulière d'un organe et par incidence du plan psychique qui lui est associé. On a constaté, et maintenant on le sait, que par exemple vers 13 heures, c'est le pic de fonctionnement de la dimension endocrine du cœur. On a constaté qu'entre 2h et 4h, la nuit, c'est le pic de renouvellement cellulaire du foie. Tout le monde sait plus ou moins facilement que les hypoglycémies, ce sont des espèces de malaises qui nous arrivent plutôt en fin de matinée et qui sont la signature donc d'un sous-fonctionnement du pancréas. Or, que nous dit la médecine chinoise ? Eh bien, elle nous dit que dans le cadencement du temps qui organise la recharge, la récupération, la restructuration des organes, il y a des phases horaires précises et que 1h à 2h en heure légale, c'est l'heure de recharge du foie, c'est 1h à 3h en heure solaire, que 11h, 13h, c'est l'heure de recharge du cœur, et que de 9h à 11h, c'est l'heure de recharge de la rate pancréas qui a la charge justement de l'insuline. Et on voit combien nos fonctionnements physiologiques sont en lien avec ces cycles, ces grandes marées qui fonctionnent. Le réveil entre 2 et 4 parle d'une tension sur l'énergie du foie. Et l'énergie du foie, c'est celle qui, sur le plan psychique, est porteuse et répond à une question très claire et très précise, c'est « qui suis-je » ? On est sur une question qui est une question de conscience de soi. C'est le positionnement du « moi ». C'est ce qui a besoin d'être rassuré. Cette personne a sans doute une phase de vie, et sans doute dans une phase de vie dans laquelle elle se sent remise en question ou en cause, dans laquelle elle a besoin de se réconcilier et de se rassurer par rapport à elle-même, par rapport aux besoins et aux attentes qui sont les siens. Alors, Marie-Thérèse nous parlait de jambes sans repos. On a aussi une question de Mathilde, de Guérande. Non pas sur les jambes sans repos, mais cette fois sur les jambes lourdes. Pourquoi des jambes lourdes ? De mauvaise circulation sanguine, et comment s'en défaire, ou à tout le moins améliorer la circulation et l'oxygénation du corps ? Ce sont deux choses assez différentes. Ouais. Dans les jambes sans repos, on va y venir, c'est quelque chose qui a à voir avec des flux énergétiques. Dans les jambes lourdes, donc notamment une problématique de retour veineux ou de stase lymphatique, on est dans quelque chose qui a à voir avec des flux organiques, plus particulier. Dans ce qui est la question des flux organiques, on est là en présence de quelqu'un qui a sans doute besoin de remettre de l'action, de l'activité, de se remettre au centre de sa vie, de se redonner le droit de prendre des risques. On est avec cette stase circulatoire ou lymphatique dans les jambes, avec une problématique de quoi ? C'est une problématique de retour. C'est le retour veineux qui ne se fait pas, c'est la lymphe qui ne revient pas. C'est sans doute une personne qui a donné, qui a beaucoup donné, mais qui a eu l'impression de donner sans retour. Et qui, faisant ce constat-là, se met à stagner. Vous savez, il y a des choses assez étonnantes qui se passent. Le système lymphatique, il n'y a pas de cœur ou de pompe. Donc la lymphe ne circule que si on bouge, que si on est en mouvement. Et que c'est le mouvement qui va permettre à la lymphe de se remettre en route. C'est la pression au sol des pieds, c'est la flexion des genoux, c'est la flexion des hanches. Il y a des ganglions lymphatiques extrêmement importants au niveau du bassin, etc. La flexion des hanches, le travail va permettre à la circulation des flux vitaux de se refaire dans les jambes. Et il faut donc que cette personne se redonne le droit de faire, parce que peut-être bien que le retour va revenir. Pour ce qui est en revanche de la question des jambes sans repos, là on est dans quelque chose d'autre.
Mais déjà, le syndrome lui-même, il dit son nom. Ouais. C'est sans repos. Ce sont des personnes qui ne se donnent pas le droit de se reposer. D'ailleurs, ce syndrome, il se manifeste d'autant plus le soir et quand on se couche. C'est-à-dire au moment où la personne va se reposer. C'est une personne qui a pris en charge une injonction ou qui a cru qu'elle allait exister, se réaliser, être valorisée et aimée parce qu'elle faisait sans arrêt. Et on est sans arrêt dans le besoin d'agir, sans arrêt dans le besoin de bouger, sans arrêt dans le besoin de faire. On est sans repos. Il va falloir trouver la manière avec laquelle on peut sortir de ce syndrome-là en se donnant la possibilité, le droit, progressivement. Parce que quand vous dites à quelqu'un comme ça qui a besoin de se reposer, il entend qu'il ne faut plus rien faire. Il y a une juste limite entre les deux, mais petit à petit réapprendre à se constituer des espaces dans lesquels on se donne le droit de ne rien faire, de rêver, de rêvasser. Peut-être que c'était quelqu'un quand il était enfant à qui on a toujours reproché qu'il était dans ses rêves. On va monter encore un petit peu plus haut dans le corps parce qu'on a des questions sur la vue, notamment une question qui vient de Béziers. Donc une personne qui cherche une explication autour du glaucome et des mouches volantes qu'on peut avoir devant les yeux. C'est intimement lié sur le plan mécanique, ça, etc. Le glaucome, c'est un excès de pression. Les yeux, ça sert à voir. Qu'est-ce qu'on s'oblige à voir? Quelle est la contrainte que l'on a? Qu'est-ce qu'on s'interdit ou qu'on s'empêche de voir? On se met en tout cas de la pression par rapport à ça. Et il faut comprendre que cette idée-là, elle n'est pas uniquement à nouveau dans du psychomagique, etc. Qu'est-ce qui se passe quand on est en tension ou qu'on est en pression? On a des postures qui changent et qui se modifient. On rentre dans des postures qui cherchent à éviter la tension, voire la douleur éventuelle. On prend de la posture antalgique. Quand on est dans une difficulté à se positionner avec un regard qui est un regard droit sur la vie et sur le vivant, on va faire comme malheureusement beaucoup de gens, on va commencer à regarder vers le bas. Ou si on se force à regarder, on va se mettre une pression. On va générer au niveau cervical, et là les cervicales hautes, et notamment à la sortie du crâne aussi, on va exercer des pressions qui sont au niveau des nerfs faciaux. Et ces nerfs faciaux, eh bien, ils ont une incidence avec le niveau de tension qu'on va se mettre au niveau oculaire. Il faut que cette personne se donne la possibilité de respirer un peu et de se détendre. C'est les corticoïdes qui sont mis dans les yeux pour faire baisser cette tension et cette pression-là. Qu'est-ce que c'est les corticoïdes si ce n'est le pompier des reins, c'est-à-dire cette espèce de cortisone naturelle que le rein secrète pour éteindre les incendies qui sont en nous. Il y a besoin de pacifier le regard qu'on a, il y a besoin d'accepter avec un filtre pacifiant ce que le monde nous laisse savoir. On a eu pas mal de questions. Là, on va aborder un nouveau continent qui est celui des maladies neurologiques ou neurodégénératives. Alors, ces maladies neurodégénératives qui montent en flèche aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles signifient? Elles signifient globalement toujours la même chose, avec des nuances très précises, puisque le mode symptomatique diverge à un moment donné. Mais elles signent toutes le fait que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui génère de la pression, de la tension et du stress. Que nous sommes formatés et éduqués pour apprendre à gérer cette tension et ce stress avec le cortex. C'est-à-dire avec ce qui est le cerveau pensant conscient. Et donc, lui, il sait répondre aux choses en luttant contre. Donc, il ferme des portes, il muselle, il claque mur, il trouve des bonnes raisons et des bons prétextes. Sauf qu'il ne répond pas à l'attention qui est l'attention profonde. Derrière chacune de ces pathologies, on trouve en fait le fait qu'à un moment donné, pour l'individu, ça suffit. C'est trop. Lorsque cette pression du monde extérieur est une pression qui l'a conduit à cela, il peut avoir différentes stratégies. Soit une stratégie qui va être une stratégie d'évitement et de fuite, c'est Alzheimer. Soit une stratégie qui va être une stratégie d'incapacitation de réponse aux sollicitations du monde extérieur, ça s'appelle Parkinson. L'Alzheimer, on ne peut plus rien lui demander, le Parkinsonien, il ne peut plus rien faire. Dans les deux cas, on a une stratégie de protection. Chez l'Alzheimer, on a une déconnexion progressive des champs mémoriels qui finit par conduire l'individu et l'être à se couper du monde. C'est la manière avec laquelle il a décidé de s'en aller, il a décidé de partir. C'est même vrai à un tel point qu'une personne qui est atteinte d'Alzheimer, physiquement, où qu'elle soit, même chez elle, elle essaye de partir. Signant combien, c'est ça qu'elle cherche et c'est ça qu'elle veut.
Et bien sûr qu'elle réussit à le faire, parce que petit à petit, comme elle coupe tous les liens relationnels, mémoriels, conscients au monde, je dis bien mémoriels, conscients, parce que dans l'inconscient, il se passe tout à fait autre chose. Mais dans ces liens mémoriels, conscients, eh bien petit à petit, elle coupe avec tout le monde, même avec les proches. Ça, c'est la deuxième composante de ces pathologies-là, c'est la nécessité pour ceux qui sont autour à dépasser ce qu'est la blessure et la douleur qui est portée par ça. Parce que quand un ascendant, une mère ou un père, vous voit rentrer dans une pièce et vous dit « bonjour monsieur », ça fait mal. Ça fait très mal. Sauf que nous sommes sans doute parmi ceux. Et quand je dis ça, c'est absolument pas culpabilisant. Parce que nous l'avons fait parfois à notre corps défendant. Nous l'avons fait sans mesurer peut-être l'incidence des choses. Et ce n'est pas nous qui n'avons déterminé plein de choses. Mais nous sommes des éléments participants à ce qui est arrivé, ce qui s'est manifesté à ce moment-là. Nous avons, nous, à intégrer cela. Vous savez, c'est très troublant quand vous mettez des personnes atteintes d'Alzheimer dans des lieux médicalisés où juste à côté, il y a une maternelle et que ces personnes atteintes d'Alzheimer croisent des petits-enfants, etc. Vous les voyez se transformer devant eux. Vous les voyez revenir dans la communication et rééchanger parce qu'ils rencontrent des êtres vivants qui sont encore porteurs de cette capacité à l'amour inconditionnel et sans enjeu, qui est majeur, qui est ce dont ils ont manqué et ce qu'ils essayent de ne... ou ce qu'ils pensent ne plus avoir en accès. Pour Parkinson, là, c'est par le geste qu'on coupe. C'est-à-dire qu'on ne maîtrise plus. On ne maîtrise plus, mais ça se traduit aussi par le faciès figé. Ce sont des personnes qui ont tué leurs émotions. Ce sont des personnes qui ont mis un masque toute leur vie. Ce sont les personnes qui ont toujours bien fait comme on leur a dit de faire, qui ont toujours maîtrisé les choses parfaitement. Et de la même manière qu'un bègue ne bégaye plus quand il chante, un parkinsonien ne trompe plus quand il dessine. Et donc on voit que quand on fait appel au cœur, quand on fait appel à la sensibilité, il y a un certain nombre de choses qui peuvent montrer que finalement, peut-être, est-ce que c'est irréversible ou pas ? Je ne peux pas le dire parce que je n'ai aucune référence et aucune prétention dans ce champ-là. En revanche, la personne posait une question sur la façon d'accompagner. Dans la façon d'accompagner, il faut surtout ne jamais oublier que quel que soit le niveau de dégradation du conscient de la personne, son inconscient perçoit. Tous les témoignages de gens qui reviennent de coma, voire de MI, le disent et sont capables de le traduire. Donc soyons toujours dans l'amour, le partage, l'accueil, la compréhension et l'accompagnement. Parce que même si ça nous fait mal, les colères, les énervements que nous avons quand la personne nous fait répéter 10 fois la même chose ou casse pour 5 fois le même objet, etc., sont des blessures qui ne font qu'aggraver la chose. Je rebondis sur un mot que vous avez, enfin un trouble que vous avez évoqué, qui est celui du bégaiement, parce que justement j'avais vu passer avant, et notamment là de Jocelyne, qui nous demande quelle est l'explication du bégaiement. Ben là, on est avec une problématique qui est en lien avec le neurovégétatif. Et le bégaiement, il est la traduction de ce qui se passe chez tout le monde quand nous bégayons. C'est parce que nous sommes émus, c'est parce que nous sommes touchés. Et c'est la difficulté pour la personne à penser qu'elle a le droit d'exprimer ce qu'elle est, ce qu'elle ressent et ses émotions. Le bégaiement est toujours un facteur manifesté chez les personnes qui doutent d'elles-mêmes, qui manquent de confiance en elles-mêmes. On est au-delà du seuil de la timidité. C'est dans la voix ce qu'est le tremblement dans le geste. J'espère que ça répond à votre question, Jocelyne. Je vais prendre votre question, Véronique, après, mais auparavant, je voulais parler de neuropathie périphérique. Oui. Parce qu'on a eu une question de Nelly, du Mont-Saint-Hilaire, au Québec, qui nous dit « J'ai un diagnostic de neuropathie périphérique des pieds jusqu'aux genoux et petits doigts des mains jusqu'au coude. Quel est le sens ?» Alors, sur le plan de la mécanique et de la biomécanique, est-ce que c'est une neuropathie ou un problème circulatoire ? Ça, je ne sais pas. Il faudrait voir. Une des choses peut-être sur lesquelles il faut porter son attention, c'est est-ce que les extrémités sont froides ou pas ? Parce que si les extrémités sont froides, ça peut être aussi autant circulatoire que neurologique. En revanche, sinon, pour le reste, les zones qui sont définies, vous savez, il y a des schémas d'ailleurs même qu'on peut trouver sur Internet, qui montrent les zones corporelles qui sont en lien avec des trajets nerveux ou des innervations. Et ce qu'évoque Nelly, c'est vraiment quelque chose qui a à voir avec la zone basse de la colonne vertébrale et de la moelle épinière qui s'appelle la queue de cheval. Il y a sans doute des zones qui sont des zones en compression et qui compriment les nerfs qui vont irradier, informer ou ramener du ressenti à partir de la partie basse des jambes. Et au niveau des doigts, et ce sont les doigts le petit doigt, c'est ça, je pense
Des petits doigts. Oui, c'est ça. Petits doigts. Petit doigt, là, c'est un grand classique. C'est une compression 7e cervicale, première vertèbre dorsale. Donc là, il faut aller voir un chiropracteur, ou il faut aller voir un praticien shiatsu, ou il faut aller voir un ostéopathe. Mais ça parle de quelque chose de précis. Parce que ces doigts-là, c'est les doigts du cœur, c'est le doigt de l'intestin grêle, c'est le doigt du positionnement émotionnel et affectif. Et la 7e vertèbre cervicale, c'est le soleil, c'est l'image du père. Il y a donc besoin de se réconcilier peut-être avec quelque chose qui a à voir avec ça, et peut-être, pour en revenir à la question des jambes, à apprendre à se positionner autrement. On parlera d'ailleurs aussi du cœur et du système cardiovasculaire. Comme promis, je reviens à la question de Véronique, et je vous la pose. Que me dit la maladie d'Hashimoto ? Hypothyroïdie qui détraque de multiples fonctions physiologiques, digestion, température corporelle, douleurs diverses, fracture de vertèbres liée à l'ostéoporose. J'ai 61 ans et ça fait 11 ans maintenant que cette maladie s'est déclarée. Hashimoto, c'est un des classiques de ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Ouais. Et donc, et qui touche la thyroïde. Alors, il faut aussi être clair là-dessus. Une maladie auto-immune, qu'est-ce que c'est ? C'est un moment où le système immunitaire se déparamètre et perd certains justement de ses paramètres fondamentaux. C'est le moment où... Le rôle du système immunitaire, on le dit même en médecine, c'est faire la différence entre le soi et le non-soi. Et donc, il a pour rôle 2 choses fondamentales. Une première qu'on oublie trop souvent, c'est d'abord de faire le ménage à l'intérieur. C'est lui qui a la charge de détruire les cellules qui sont arrivées à leur phase qui s'appelle l'apoptose. C'est-à-dire le moment où ils doivent mourir. Ça, c'est le premier rôle. Quand ça commence à déconner, excusez-moi de l'expression, c'est le moment où ça dérape, parce que ça peut donner le cancer. Le moment où les cellules ne meurent plus. Ouais. Le système immunitaire, c'est aussi la capacité à nous protéger des agresseurs venant du monde extérieur. Dans les maladies auto-immunes, ces paramètres s'élargissent. On est au-delà du phénomène allergique, où déjà il y a une réaction qui est excessive. Là, on est dans le moment où le système immunitaire détruit nos propres cellules. Et donc, c'est une vraie question du paramétrage du système immunitaire. Et on va voir qu'est-ce qu'il est. Ou on peut même en parler tout de suite. J'ai dit c'est la différence entre le soi et le non-soi. Le système immunitaire a besoin d'une conscience claire de soi-même. Parce que pour défendre quelque chose, encore faut-il savoir quoi défendre. Donc, c'est vraiment une interpellation à soi. On est souvent en présence de personnes qui ont constitué leur identité par résonance, par miroir ou par réaction au monde extérieur. Pas par une conscience d'exister par eux-mêmes et pour eux-mêmes. La deuxième des choses qu'on trouve derrière ce déséquilibre dans le système immunitaire, c'est que lorsqu'un système immunitaire est déparamétré, ok, mais à ce moment-là, qu'est-ce qui nous permet de comprendre pourquoi il s'attaque aux cellules osseuses ? Ça s'appelle la polyarthrite rhumatoïde. Pourquoi il s'attaque à la thyroïde ? Ça s'appelle un Hashimoto. Pourquoi il s'attaque au pancréas ? Ça s'appelle une pancréatite chronique, etc., etc. C'est-à-dire pourquoi le système immunitaire, quand il se déparamètre, considère que c'est tel type de cellule qui est, entre guillemets, notre ennemi. Et là, nous revenons à la thyroïde. La thyroïde, c'est quoi ? Oui, effectivement, avec toutes les conséquences qui ont été mentionnées. La thyroïde, c'est un chef d'orchestre. C'est lui qui définit la symphonie du corps. Et quand un chef d'orchestre ne donne pas le bon tempo, la symphonie devient cacophonie. Ce chef d'orchestre, il a besoin pour ça de pouvoir s'exprimer comme il convient. Il a besoin qu'on lui laisse la place et l'expression à soi. Ici, nous avons la gorge, qui s'appelle aussi le chakra de la gorge, c'est un lieu central de l'expression de soi. Mais l'expression de soi, ce n'est pas uniquement l'expression vers l'extérieur, c'est aussi la capacité à recevoir. Et c'est à travers lui qu'on se construit. C'est à travers lui qu'on établit les rythmes internes, les métabolismes internes, la structuration interne. Là, on en arrive, par exemple, jusqu'à la déstructuration osseuse. Or, j'expliquais combien c'était la structure et la charpente porteuse. C'est-à-dire donc la dégradation de soi. Or, si je suis porteur, là, avec cet organe-là, de mon identité, de la conscience que j'ai de moi-même, eh bien, c'est sans doute que celle-ci est profondément dégradée. D'ailleurs, vous savez, c'est un clin d'œil, là aussi, de la vie. Vous savez quelle est la forme de la thyroïde ? C'est la forme d'un papillon. C'est-à-dire la forme de quelque chose qui, partant de la branche, est censé s'envoler et permettre à l'être de se réaliser et de s'exprimer. Il y a donc un vrai besoin de revenir à soi. C'est compliqué. Il faut se faire accompagner. Il faut vraiment aller dans un travail pas uniquement destiné à contrer ce qui est en train de s'exprimer, mais il faut vraiment se poser la question de la manière avec laquelle, dans ce qu'est ma vie et mon quotidien,
quelle est la place que je peux me réinstaurer, comment je peux me replacer au centre de ma vie et de moi-même, et comment je peux recommencer sans aucun doute et aucune incertitude, commencer à dire « je ». Alors, donc Hashimoto, c'est une maladie auto-immune. On a eu plusieurs questions sur la sclérose en plaques, autre maladie auto-immune. Est-ce qu'on peut un petit peu appliquer le même discours à cette maladie ? Comment dire oui, c'est-à-dire qu'on est là aussi dans quelque chose qui est une problématique et une atteinte à une zone corporelle précise. Ouais. Pourquoi le système immunitaire, à un moment donné, attaque-t-il la membrane des nerfs, qui s'appelle la myéline, en particulier de la moelle épinière? Cette membrane, la myéline, elle participe à la circulation des informations et elle accélère même, elle facilite la circulation des informations au niveau neurologique. La sclérose en plaques, comme son nom l'indique, eh bien ce sont par plaques des zones de myéline qui se dégradent avec une forte suspicion auto-immune derrière cette pathologie-là. Et ça a pour effet quelque chose qui est un peu différent du Parkinson, parce que dans le Parkinson, le geste est rendu excessif, etc., mais fait que la personne se protège du monde extérieur qui ne peut plus rien lui demander. Dans la sclérose en plaques, le geste n'est plus possible. Le geste devient compliqué, devient difficile, voire impossible. Mais ce n'est pas uniquement dans le sens commande du cerveau vers les muscles pour faire agir, mais c'est aussi dans le sensoriel. La personne coupe donc sa relation au monde, à la fois dans sa capacité à interagir avec ce monde, mais également dans la capacité à le ressentir. On est souvent là en présence de vécus traumatiques dans lesquels la personne s'est sentie pieds et poings liés face à la réalité, face au monde. Nous avons Sophia qui est arrivée en cours de route, enfin qui nous dit être arrivée en cours d'émission, et qui nous dit qu'en est-il de l'arthrose? Alors, vaste sujet, on en avait un petit peu parlé, mais c'est peut-être l'occasion d'en parler de manière un petit peu plus globale. Donc, quid de l'arthrose des hanches, des genoux, des épaules? D'ailleurs, j'avais une question sur l'arthrose de l'épaule. Comment on peut entrer dans cette famille, enfin dans cette collection de pathologies? Il y a deux choses. La première des façons, d'abord, ça sera de rapprocher l'arthrose de l'articulation qui la concerne. C'est-à-dire que ça, on en parle aussi dans la vidéo, j'en parle dans mes livres. Chaque articulation a une symbolique précise. Ouais. Donc c'est elle qu'il faudra prendre en cause. En revanche, l'arthrose. Qu'est-ce que c'est l'arthrose? L'arthrose, c'est au niveau d'une articulation une dégradation et une usure des cartilages, et autour de cette articulation, une sorte de sédimentation, de dépôt calcaire qui se fait, qui fait que le mouvement de l'articulation devient difficile, devient compliqué, ça glisse moins bien, parce que les cartilages, ce sont des sortes de coussinets, un petit peu comme, vous savez, les petites plaques de silicone qu'on met sous les meubles pour les faire glisser plus facilement, c'est un petit peu la même chose que ça. Et les articulations, c'est ce qui permet d'articuler les choses dans notre vie. Et donc, les articulations, ça sert au mouvement. Dans les systèmes qui sont les systèmes que l'on trouve dans nos maisons, qui conduisent l'eau au robinet, dans quels endroits se dépose le calcaire? Dans tous les endroits où l'eau ne coule plus, c'est-à-dire au niveau des robinets, dans tous les endroits où on l'arrête, etc. Eh bien, il en est de même avec le phénomène arthrosique. Le dépôt des calcaires qui se fait dans les structures articulaires est la signature que dans ces zones-là, dans ces articulations-là, dans cette partie du corps-là, l'énergie ne circule plus correctement. Quelque chose empêche cette circulation de se faire. La première des réponses à l'arthrose, c'est la remise en mouvement, qui peut sembler douloureuse, qui peut sembler... Plus les choses sont prises tôt, plus c'est efficace, mieux ça marche. Il faut comprendre que derrière cela, il y a sans doute le fait, et c'est pour ça qu'on dit que l'arthrose augmente avec l'âge, que bien entendu, avec l'âge, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, justement, on diminue le mouvement. On diminue l'amplitude. Vous savez, c'est la chanson de Brel. On va d'abord du lit à la fenêtre, et puis du lit au lit, etc., quand on rentre dans le vieillissement. On est dans une tendance à bouger de moins en moins, à se mobiliser de moins en moins, à s'impliquer de moins en moins. Nous avons également en plus un rapport à la douleur qui est quelque chose de particulier. Lorsque nous avons par exemple une douleur à l'épaule, et que si je lève mon bras comme ceci, je sens que cette épaule me fait mal, je vais avoir une espèce de mauvais réflexe qui va être de ne plus lever qu'à cette hauteur-là. Sauf qu'il va arriver très rapidement le moment où c'est à cette hauteur-là que je vais commencer à avoir mal. Je vais donc ne plus lever qu'à cette hauteur-là, et ainsi de suite. Au lieu de l'inverse. C'est-à-dire que nous ne sommes plus habitués à cette logique qui est de dire mais que quand une zone est sensible,
Cette douleur, ça n'est pas du mal qui me veut du mal, c'est quelque chose qui me signe que là, il y a du travail à faire, qu'il y a quelque chose à mobiliser, et non pas qu'il y a de la vie à retirer de cette zone pour ne plus ressentir, mais qu'il y a au contraire de la vie à être ramenée dans cette zone pour ne plus avoir des raisons d'avoir mal. Alors, Sophia, justement, nous précise la zone. Elle fait de l'arthrose de la hanche. Elle n'en a qu'une. Alors, Sophia, est-ce que c'est la hanche droite ou la hanche gauche? On attend votre réponse, oui. On peut peut-être commencer. On peut déjà commencer avec les hanches. Les hanches, ce sont nos points d'ancrage, ce sont nos points d'appui fondamentaux, c'est là où se mettent les deux têtes de fémur, qui sont les axes de départ des mouvements de nos jambes. Et donc, en tant que telles, les hanches, en tant que point d'appui référentiel fondamental, sont représentatifs de nos points d'appui fondamentaux psychiques, avec la hanche droite qui est plutôt de symbolique et de nature maternelle, et la hanche gauche qui est plutôt de nature et de symbolique paternelle. Alors, hanche droite, nous dit Sophia. Droite, donc maternelle, donc le féminin, la symbolique féminine, que ce soit la mère dehors ou la mère à l'intérieur de soi, que ce soit la femme dehors ou la femme à l'intérieur de soi, etc., etc. Et lorsque cette articulation nous fait mal, nous avons du mal à nous appuyer dessus. Elle n'est, entre guillemets, plus fiable. Nous ne pouvons plus véritablement, profondément, lui faire confiance et nous prenons des postures antalgiques. Et on voit émerger là la symbolique fondamentale associée à la hanche, qui est l'articulation de la trahison et de l'abandon. Ça fait partie de tous ces cas que je cite à des moments donnés. J'en cite notamment dans la vidéo, quand je parle de cette femme qui était venue me consulter alors qu'elle avait une arthrose à la hanche gauche et qui avait prévu de se faire opérer. Oui. Si j'ai le temps de raconter cette anecdote, elle s'assied en face de moi et donc je lui dis, écoutez, voilà, c'est sans doute quelque chose qui a à voir avec un vécu d'abandon, de trahison. Non, il n'y avait rien de particulier, okay, etc. Donc, un peu comme la personne avec le genou, je dis, écoutez, non, sans doute pas. Mais je l'interroge et je conduis mon entretien pour savoir qu'est-ce qui s'était passé. Ça fait combien de temps que vous avez cette arthrose? Ça fait à peu près 6 mois. Bien. OK. Qu'est-ce qui s'est passé il y a à peu près 6 mois, 1 an dans votre vie, etc. Elle dit, écoutez, rien de particulier. Je dis, voilà, ou par rapport à du masculin. Ou... Et là, elle me dit, ah oui, c'est vrai qu'il y a 1 an, mon mari est décédé. Donc moi, je sais maintenant que la clé, elle est là. Et je lui dis, ah bon, mais que s'est-il passé? Il y a eu un accident, quelque chose? Elle dit, non, pas du tout. Mon mari est décédé de ce qu'on appelle une longue maladie. C'est-à-dire qu'il avait un cancer. Et comme il était arrivé à un stade qui était un stade incurable, elle me dit, j'ai eu la chance qu'il soit hospitalisé à domicile. Et donc, j'ai eu la chance de partager les derniers moments de sa vie. Et vous savez, c'est quelque chose de très important. Évidemment que je lui dis qu'elle a raison. Et elle me dit, mais non seulement ça, mais elle dit, vous savez... ça m'a permis aussi d'être là au moment où il est mort, parce qu'il est mort dans mes bras. Elle dit, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas imaginer la chance que c'est cette situation-là. Et là, je la regarde, parce que je comprends que la réponse qu'elle est en train de me donner au niveau du cortex, elle est vraie et elle est sincère. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce que le cortex dit, c'est ce que le cœur a ressenti. Et là, je rentre donc dans du paradoxal, c'est-à-dire que je la regarde dans les yeux et je lui dis, écoutez, chère madame, maintenant que vous m'avez servi la version officielle, vous allez maintenant, en me regardant dans les yeux, me dire très précisément qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit à l'instant même où votre mari mourait. Et là, je vois, plaplam, les yeux qui se mettent à cligner, la personne qui prend un tout petit peu de recul, les yeux qui commencent à devenir humides, et en s'effondrant en larmes, elle me dit, écoutez, je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Ce qui m'est venu à l'esprit à ce moment-là, c'est « salaud, pourquoi tu m'abandonnes ?» Et donc là, je l'ai amené et je lui ai dit, mais écoutez, chère madame, je vais maintenant vous expliquer ce qui se passe. Quand on perd un être cher, c'est pas bien de penser ça. Mais ce qui nous vient à l'esprit, c'est qu'il nous laisse. Et qu'il nous laisse seuls. Et donc, ce que vous avez eu et que vous avez ressenti était quelque chose qui était un réflexe, qui était un cri intérieur, qu'il vous aurait fallu au contraire accepter totalement. Elle a fixé totalement ce vécu de trahison et d'abandon dans sa hanche et dans son bassin. Ça, c'est pas fait par magie et par miracle. Ça génère une contraction au niveau de la hanche. Les muscles du fessier et les quadris des jambes sont extrêmement puissants. Ça surcomprime la tête du fémur dans son logement au niveau de la hanche. Ça use de façon excessive le cartilage et ça fabrique l'arthrose.
Ça me donne des frissons, cette histoire. Et c'est pas la première fois, parce que quand on a fait les vidéos ensemble, c'est arrivé à plusieurs reprises, tellement ces histoires sont signifiantes. J'ai vu passer une question de Kat qui est assez voisine, parce qu'elle fait apparemment de l'ostéoporose de la hanche gauche. Est-ce qu'on peut appliquer le même discours dans le cas de l'ostéoporose? Oui, avec en plus ce qu'est l'ostéoporose. Ouais. C'est-à-dire que l'ostéoporose, c'est une déminéralisation de la structure osseuse. Et bien sûr que c'est à certains endroits précis que l'ostéoporose commence. On est sans doute là en présence de quelque chose qui a à voir avec la ménopause et qui a à voir avec des éléments constitutifs de ce qui se passe à la ménopause. Alors on va vous dire, cette ostéoporose, c'est le bouleversement hormonal, c'est les déséquilibres oestrogène, progestérone, enfin, etc. On va rentrer dans ces discours-là, qui sont les discours de la manière avec laquelle ça se construit et ça s'existe. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais ce ne sont pas les facteurs causaux. Et il faut faire le lien avec l'ostéoporose, surtout quand elle est associée à la ménopause, avec la désagrégation de référentiels profonds et fondamentaux. Puisque notre système osseux, qui est la charpente solide qui nous porte, ce sont nos grands archétypes et nos grandes croyances de fond. Or, quelle est l'image, quelle est la symbolique archétypique et archaïque de ce qu'est la femme? C'est d'être mère. C'est son rôle, c'est son utilité. D'ailleurs, dans les anciennes sociétés, les femmes qui étaient stériles étaient des femmes qui étaient répudiées. Même l'Église acceptait de répudier lorsque la femme n'était pas fertile. Et il y a donc une espèce de conscience archaïque qui est là et qui est prégnante et qui associe la raison d'être ou l'utilité de la femme et du féminin avec la capacité à être utile ou à être fertile. Lorsque cette utilité, c'est-à-dire le potentiel de donner vie, de porter vie, disparaît, ça s'appelle la phase de la ménopause, eh bien, un certain nombre de femmes, dans les cultures qui sont les cultures qui portent ça, se mettent à développer ce phénomène qu'on appelle l'ostéoporose. Alors que, par exemple, en Extrême-Orient, en Chine ou au Japon, la ménopause, elle porte un nom qui est assez intéressant, ça s'appelle le deuxième printemps. Et on voit bien combien il y a une vision qui est différente et qui est qu'en fait, c'est peut-être sans doute une phase de vie qui est une opportunité phénoménale de redémarrer une deuxième vie. On va aborder un autre domaine qui est aussi très vaste, mais qui est très important, qui est celui du cœur. On a Martine qui nous demande quid de l'arythmie cardiaque. Ensuite, j'ai une autre question qui est plus complexe et qui nous emmènera sur un autre champ, mais commençons par ça, le cœur, l'arythmie cardiaque, parce que vous avez des choses, je le sais, très, très intéressantes à dire sur ce sujet. Celle-là aussi, c'est un vaste sujet. Le cœur, c'est plein de choses. L'arythmie, c'est la difficulté à gérer le rythme. Le cœur, c'est plusieurs choses. C'est une glande endocrine, elle participe à des fonctions particulièrement importantes, en lien avec à la fois la circulation du sang et avec le fonctionnement du cerveau. Le cœur, dans certaines de ses structures, parce que c'est une glande endocrine et que ça a des liens neurologiques avec le cerveau, et notamment des cellules particulières dans le cerveau qui s'appellent les astrocytes. On est avec le cœur, avec ce qu'en médecine chinoise on appelle l'empereur. C'est le stratégique et le hiérarchique. C'est intéressant déjà de voir que l'organe cœur, qui est porteur de l'amour, est celui qui est censé être le centre de la vie. Ça, c'est quelque chose de fondamental qu'il faut déjà intégrer. Les rythmes avec lesquels il distribue la vie en nous, les rythmes avec lesquels il permet à cette vie d'aller nourrir les parts les plus infimes de nous-mêmes, les parts les plus infimes de notre conscience comme de notre être physique, eh bien, sont déterminés par la capacité que nous avons à rythmer nous-mêmes le processus de vie en nous-mêmes. Nous avons sans doute de la difficulté à réguler les choses. Nous avons sans doute de la difficulté à leur donner une intensité juste. Nous avons sans doute de la difficulté à être dans un rapport à soi dans lequel l'hystérie ne vienne pas remplacer le champ de l'émotion et où la mesure soit quelque chose qui trouve véritablement sa place. Cette question de l'arythmie, c'est assez étonnant, mais ça peut se réguler à travers la technique et l'utilisation d'une fonction physique très particulière qui s'appelle la respiration. Cela voudrait-il dire qu'en se laissant inspirer par le ciel, puisque c'est le nom que porte la manière avec laquelle on fait rentrer de l'air en soi, va nous permettre d'aller calmer, tranquilliser des choses et réguler notre rapport à la vie, qui, parce que nous allons réinstaurer un rapport de confiance à cette vie, ne va plus avoir besoin de ces états d'excitation ou de ces moments où ça nous échappe. On peut traduire aussi ce qui se passe avec le cœur, avec le fameux Takotsubo, le fameux syndrome du cœur brisé, dont là, même la science vient de découvrir qu'effectivement, il y a un lien avec le psychisme. Oui, parfaitement. Un cœur brisé, ça existe. Un vécu, on a constaté que la perte d'un être cher,
un deuil qui impacte violemment et profondément la personne, et quelque chose qui peut avoir des incidences au niveau de l'organe cœur, puisque les recherches qui ont été faites en Grande-Bretagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande, etc., ont démontré que le vécu d'une blessure intense sur le plan psychique pouvait aller jusqu'à générer des déchirures des fibres musculaires cardiaques du myocarde. Ce qui rendait après la personne sensible et fragile. Un deuil rend la personne fragile et sensible. Les déchirures du muscle font que celui-ci, un muscle qui se répare, la zone cicatricielle devient dure, donc n'a plus la mobilité. Et donc la personne qui a eu ce vécu-là est une personne qui est en fragilité et qui doit faire attention à son cœur. Vous avez parlé de respiration juste avant. On a eu plusieurs questions autour de l'apnée du sommeil, et notamment de la part de Marguerite qui dit que son mari souffre d'apnée du sommeil depuis 10 ans. Elle demande que faire et surtout ce que ça signifie. Alors, il y a deux questions. Que faire? Il faut se faire aider, il faut se faire accompagner. Après, je ne sais pas quel est le degré d'atteinte. Déjà, d'aller pratiquer des techniques qui sont des techniques qui permettent de gérer et de maîtriser son champ respiratoire. Ouais. La respiration, elle est gérée à la fois par le système nerveux volontaire. Je peux calmer ma respiration, je peux augmenter mon amplitude respiratoire volontairement. Mais elle est aussi gérée et prise en main par le système neurovégétatif. Je ne peux pas me suicider en arrêtant de respirer volontairement. Et donc, je peux me servir de ce que ma volonté me permet de faire pour aller travailler sur mon champ respiratoire et me redonner une amplitude. Parce que l'apnée commence souvent par des petites restrictions progressives, inconscientes chez la personne, qui petit à petit diminuent son amplitude. Elle est sans doute une personne qui a été confrontée, et là on va rentrer dans le champ symbolique, sur des environnements et des vécus qui sont des vécus qui l'ont mis en tension et en pression, qui lui ont donné l'impression de manquer d'air, de ne plus avoir un espace fondamental et respiratoire. On a du mal à se laisser réinspirer par la vie et le vivant. On a du mal à penser que cette fonction va continuer sans arrêt. On retrouve un peu ça chez la personne qui a de l'asthme. On a souvent la tendance à croire, à tort, que l'asthme, c'est parce qu'on ne peut pas inspirer. L'asthme, c'est l'inverse, c'est parce qu'on ne peut pas expirer, parce qu'on retient le souffle. On retient le souffle de vie parce qu'on pense qu'on est de moins en moins à même de le recevoir. Il y a un doute fondamental sur soi. C'est pour ça qu'on trouve souvent les apnées chez des personnes qui compensent par l'alimentation. Elles compensent par l'alimentation parce qu'elles ont un manque, un vide à combler, parce qu'elles pensent qu'elles ont quelque chose qui est insuffisant. Elles se rassurent par cela. Sauf que la surcharge pondérale organique va à un moment donné se faire aux dépens de la capacité du champ respiratoire. Ouais. Et que petit à petit, ce problème d'apnée va émerger. Ce qui est assez étonnant et troublant et en même temps très, très parlant, c'est qu'elle se manifeste principalement dans les phases nocturnes, c'est-à-dire justement dans les phases où le volontaire est débrayé et où là, le non volontaire, il conduit à comprendre à quel point on est en train de s'enfermer dans un système dans lequel petit à petit, on a de moins en moins d'air, on respire de moins en moins la vie et le vivant. Et qu'on perd petit à petit de plus en plus ses moyens. D'ailleurs, l'apnée du sommeil, souvent les premiers signes que l'on en a, c'est quand on se réveille plus fatigué que quand on s'est couché le soir. Absolument. Alors, je précise à nos spectateurs que là, vous commencez à avoir un bon aperçu de l'étendue du savoir de Michel Odoul, et qu'une fois de plus, pour aller au fond des choses et peut-être pathologie par pathologie, le programme que nous avons réalisé ensemble vous aidera à y voir plus clair. On s'approche doucement de la fin de cette émission. Je vais continuer un petit peu sur le mode marabout, bout de ficelle, selle de cheval. Vous avez parlé d'alimentation, on a aussi eu pas mal de questions sur ce sujet. On a une question là, notamment de la part d'Annick, qui nous dit « J'ai des remontées acides, début d'ulcère depuis la fin de ma carrière, beaucoup de stress, de nouveaux projets. Est-ce lié et comment me soulager ?» Comme pour la couleur du cheval blanc d'Henri IV, la réponse est donnée dans la question. Ça arrive plusieurs fois, je vous en poserai une autre après. Oui, bien sûr. Et donc, on est là très clairement, effectivement, dans quelque chose qui a à voir avec l'activité, le trop d'activité, la peur de ne pas maîtriser l'activité, etc., etc. L'estomac, je vous parlais de ces parallèles qu'on faisait en médecine chinoise entre le corps, l'organe et le pont psychique. L'estomac, c'est l'organe qui nous sert à gérer la matière dont on se nourrit. Il transforme la matière pour la rendre assimilable par notre corps. Et donc, par la digestion, nous permet
de déstructurer et de nous nourrir des éléments dans ces matériels que l'on a ingérés. Eh bien, il faut savoir que sur le plan psychique, il y a un pan du psychisme qui est celui qui nous sert à, vous mettez dit entre parenthèses, à gérer la matière, qui nous sert à maîtriser cette matière. C'est donc tout ce qui va être la réflexion, les préoccupations, les inquiétudes, les volontés d'agir ou de maîtriser sur tout le champ de la matière. Donc le professionnel, le judiciaire, le matériel, etc. etc. Et quand je suis dans une activité qui est une activité dans laquelle ce rapport à la vie est prédominant, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Comment on peut illustrer ça? Regardez ce qui se passe quand vous avez trop mangé le midi. Ouais. Vous avez du mal à bien gérer les dossiers l'après-midi. Parce que l'organe qui est surchargé appelle l'énergie pour pouvoir gérer la fonction mécanique. Ça se fait aux dépens du pan psychique qui est nourri par la même énergie. Je réfléchis moins bien. Si en revanche, à l'inverse, je passe ma vie à réfléchir, à vouloir maîtriser la matière, à la gérer tout le temps, sans arrêt, à être sans arrêt sur le trimar, comme on dit, etc., Ouais. eh bien, je vais appeler toute l'énergie sur la fonction psychique. Et la fonction psychique va aller chercher l'énergie, là où elle est présente et disponible, c'est sur l'organe qui joue le même rôle. Et ça va se faire aux dépens de l'organe estomac. D'où cette espèce d'élection favorable pour les hommes d'affaires, avec les aigreurs d'estomac, voire les ulcères, puisque eux passent leur vie et leur temps à gérer la matière. Et je pense que là, nous sommes en présence, c'est clairement dit dans la question. Ouais. Alors, on a reçu en amont donc de la préparation de ce live une autre question de Catherine de Marseille, qui est plus qu'une question, c'est un petit texte. Je le lis à nos spectateurs et je vous le relis à vous. Bonjour Monsieur Odoul, je fais de l'attention depuis quelques années et fais maintenant le lien avec mes émotions qui actuellement me submergent. Que faire par rapport à cela? De plus, une surdité, oreille interne, inexpliquée par la médecine traditionnelle, s'est installée peu à peu dans mon oreille gauche. J'ai perdu l'audition des voix, il ne me reste plus que les sons, je dirais métalliques, et j'entends aussi très bien les chants des oiseaux. J'ajoute que j'ai vécu à côté de ma mère et que j'ai subi ces réflexions toute ma vie. Maintenant, elle est partie. Cette surdité est-elle irrémédiable d'après vous? Je vous écoute sur vos vidéos sur Internet et c'est tellement intéressant, merci. Alors, merci du compliment, mais j'ai rien à dire, puisque tout est dit. Voilà, c'est ça. Tout est dit, le lien est fait. Il y a vraiment à intégrer à quel point, plutôt que d'aller chercher les réponses dehors, nous en trouvons une grande partie à l'intérieur de nous-mêmes. Il suffit juste d'écouter ce que l'on est en train de se dire, etc. Bien sûr que la tension et l'hypertension artérielle, elle est à mettre en lien avec ce qu'est la peur de la mort et le sentiment de l'urgence et du besoin de maîtriser les choses. Et donc, on va trouver derrière ces phénomènes de tension et d'hypertension cette problématique, cette question. La personne a sans doute un besoin, un sens du devoir, de l'urgence et des choses qui doivent être faites dans les temps. Peut-être se pose-t-elle des questions, peut-être parce qu'elle s'est trop occupée de sa mère, a-t-elle mis de côté des choses qu'elle avait envie de réaliser et de faire. Peut-être qu'elle a trop entendu les injonctions et les critiques, etc. Et donc l'hypertension a pu aller se manifester de façon élective au niveau des oreilles et avoir ses conséquences sur le plan auditif. Je ne peux pas répondre sur la réversibilité, parce que je n'ai pas les éléments, je n'ai pas le dossier médical, etc., etc. Je pense qu'en revanche, il y a une chose qui est assez intéressante, qui montre que les oreilles fonctionnent quand même assez bien, puisqu'elle entend encore le chant des oiseaux. Mais qu'est-ce que c'est que le chant des oiseaux, si ce n'est juste l'expression libre et naturelle de ce qui est le vécu et le ressenti d'une animalité qui est en prise avec le réel, voire même jusque dans la Genèse et les textes de la Genèse, quand le Christ parle à ceux qui sont là et qui ont peur d'avoir, il leur dit « gens de peu de foi, est-ce que vous croyez que l'oiseau qui est là sur la branche, il se préoccupe de ce qu'il va manger, il sait que la vie va pourvoir ?» Et qu'il y a sans doute peut-être tout simplement à réinstaurer un rapport de confiance parce que manifestement les oreilles fonctionnent encore. Alors comme on parle d'oreilles, il y a Anne, Jo, Dominique, Evelyne à l'instant qui nous parlent d'acouphènes. Alors d'ailleurs, Evelyne nous dit « j'ai des acouphènes récurrents depuis une séance de shiatsu ». Alors ça c'est étonnant parce que vous profitez le shiatsu, mais cette question des acouphènes est revenue à de nombreuses reprises. Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme élément sur ce problème ? Alors, beaucoup de choses. Par rapport à la séance de shiatsu, je ne sais pas avec qui cette séance a été faite. Je ne sais pas si d'abord il y a un lien direct, ou etc. La première des questions, c'est y a-t-il eu des manipulations cervicales ou pas qui ont été faites par la personne? Est-ce qu'elle était compétente ou pas? Je ne sais pas. Et donc là-dessus... Mais les acouphènes, c'est quoi? C'est un bruit qui vient de l'intérieur.
C'est un bruit qui vient de l'intérieur et qui rend donc compliqué ou difficile deux choses fondamentales. Un, la paix qu'on peut trouver dans le silence, mais avec la composante qui est que dans le silence peuvent émerger des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Et que c'est à la fois une manière d'occuper l'espace sonore à l'intérieur de soi pour peut-être s'éviter d'avoir à entendre des choses qui remontent, qu'on aurait besoin d'entendre peut-être, et que quelque chose au fond de nous a besoin de nous dire. En ce qui est la question de comment traiter les acouphènes, il y a des techniques en shiatsu qui fonctionnent très bien, qui fonctionnent véritablement très très bien. Donc là, moi j'invite les gens à aller sur le site de mon institut, il y a des gens qui sont formés à ça. Des techniques sinon, théoriquement, que sont censés connaître les gens qui ont été formés par l'école japonaise d'Amikoshi, où il y a des techniques de travail particulièrement pertinentes et efficaces, sauf lorsqu'on a affaire à des acouphènes qui sont constitutifs à une lésion du tympan ou à ce qu'on appelle des problèmes de Ménière, qui sont des fixations du sable dans les oreilles qui peuvent conduire à des vertiges, etc., et qui peuvent générer des acouphènes. Sinon, mais la première des clés pour la libération des acouphènes, c'est la détente des vertèbres cervicales. Mais on ne confie pas ces vertèbres cervicales comme ça à n'importe qui. Il faut aller voir un vrai professionnel, il faut aller voir quelqu'un qui connaît son travail. Alors, je vais vous poser une dernière question, mais une question qui est une porte ouverte sur, en fin de compte, quelque chose dont on n'a pas encore beaucoup parlé, parce qu'on a parlé de maladies auto-immunes, on a parlé de neuropathologie, etc. Mais on a encore assez peu parlé d'accidents. Or, vous avez une approche des accidents, et notamment du moment auquel peut se produire un accident, qui est passionnante. Donc je vous lis la question qui nous sert un petit peu de prétexte, mais à laquelle vous allez toutefois vraiment répondre. C'est une question de Marie. Que signifie ma chute d'escalier, 1,50 m plus bas, avec mon petit-fils dans les bras? Lui n'a rien. Moi, poignet gauche brisé, côte cassée, 1 mois après le décès de mon père. Gros trauma. Merci. Là aussi, la réponse est dans la question. Bien sûr que c'est papa. C'est le poignet gauche. C'est la cassure. C'est quelqu'un qu'on ne tient plus. Il faut que le prénom, c'est... C'est Marie. Il faut que... Marie. Oui. Il faut que Marie laisse partir papa tranquille et qu'elle accepte qu'il soit parti en la laissant. Il faut qu'elle comprenne qu'elle est en train de se mettre en danger ou en péril elle-même. Elle a eu un clin d'œil avec ce petit-fils qui était dans les bras. Là aussi, on voit que la vie, elle n'est ni perverse ni méchante. Elle n'a pas cherché à faire mal ou quoi que ce soit. En revanche, à travers un mécanisme que j'évoquais, qu'avait étudié Freud, qui s'appelle l'acte manqué, que moi j'appelle l'acte réussi, on se met en situation de vivre des contextes qui sont des contextes accidentogènes, et puis qui deviennent accidentels, mais dans lesquels, par le plus grand des hasards, c'est juste la partie qui convient que l'on va se blesser, etc. Est-ce que vous vous rendez compte que faire une chute dans un escalier avec un petit bébé dans les bras, la première des choses qui pourraient émerger à l'esprit, c'est qu'on le lâche. Vous voyez la catastrophe? Bien sûr. Ça n'a pas été le cas. En revanche, c'est allé frapper un poignet gauche quelque temps après la mort de papa. Il y a besoin de faire la paix par rapport à ça. Il y a besoin de cicatriser. Et donc je lisais tout un pan de votre approche et que vous développez dans les vidéos qu'on a tournées ensemble, c'est aussi le moment auquel peut se produire un accident dans la vie. Parce que vous avez regardé ça de très près, une fois de plus, grâce à vos milliers de consultations. Et il y a en quelque sorte des carrefours dans la vie qui font que certaines choses peuvent se produire. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, ce sont les cycliques que l'on rencontre parfois. Il y a des âges précis, il y a des phases précises dans la vie. Toutes les grandes mythologies nous en parlent. Toutes les traditions du monde cadencent la vie. 12 ans est un âge qui est intéressant dans toutes les cultures du monde. C'est un âge où il y a une espèce de rite de passage qui se fait, quelle que soit la manière avec laquelle il se fait. 21 ans, ce sont des phases qui sont des phases importantes. 42 ans n'est pas un âge neutre. Combien d'accidents, d'AVC ou de ruptures de couple ou de changements de vie se font autour de cet âge-là? 63 ans, c'est l'âge d'Alzheimer. Il y a plein de moments. On a des cycles qui sont cadencés et la mythologie nous en donne une espèce de lecture. J'ai travaillé là-dessus, effectivement. On parle dans les vidéos. J'ai deux livres qui sont sortis là-dessus. On pourra parler après du cadencement avec les épreuves d'Hercule. Il y a des phases et des grands cycles. Et on a des cycles qui sont, par exemple, 21, 42, 63, 84. C'est ce qu'on appelle les grands défis uraniens.
ce sont les moments où, un peu comme quand on passe le bac, ou les examens en fac, etc., ce sont les moments où on a des phases intermédiaires, où il y a entre guillemets un constat, voire une sanction, ce qu'on appelle une sanction dans tous les sens du terme, de la manière avec laquelle on a avancé sur le chemin de la vie. Et là, effectivement, je cite un certain nombre d'exemples qui sont particulièrement édifiants là-dessus. C'est très, très, très troublant de voir de quelle façon ça se passe. On a des pathologies où on a des ruptures de couple qui sont à 5 ans ou 7 ans. Il y a des cycles qui sont des cycles très précis. 7 ans, 14 ans, 21 ans, 28 ans. On est dans la symbolique de Saturne, l'image du père qui dévore ses enfants, etc. Et donc, on a là quelque chose qui est une symbolique magistrale dans laquelle vont venir s'inscrire des symptomatologies ou traumatiques possibles, ce sont plus d'ailleurs des traumatismes que des symptomatologies, qui sont en lien avec ces grandes symboliques. Et j'en ai développé notamment une particulière à travers les travaux d'Hercule, parce qu'il y a 12 travaux d'Hercule, comme il y a 12 mois dans l'année, comme il y a des phases de 12 ans, donc effectivement 12 ans, 24 ans, etc., et qui sont en fait des marches, des étapes, des phases de croissance. Les épreuves que le héros dépasse sont celles qui lui permettent de construire son être. Il y a une chronologie, il y a une symbolique très puissante et très forte qui est mise derrière cela. Et les cycles de vie, bien, ils rentrent en résonance, au-delà de la question mythologique, avec les cycles de renouvellement cellulaire. Et nous avons à l'identique dans le corps des organes qui se renouvellent tous les temps de temps, les structures osseuses, etc. Merci beaucoup Michel Odoul. Merci.